L'invité de la matinale, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Messa, experte des questions sécuritaires au Sahel. Béatrice Messa, bonjour. Alors bonjour. Oui, alors on va revenir avec vous, Béatrice Messa, sur les dernières attaques qui ont pris pour cible la Libye notamment. C'est le siège de la haute commission électorale libyenne qui a été visé ces dernières heures et au moins 12 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans cette attaque revendiquée par Daesh. Alors quelle est votre première analyse, Béatrice Messa, sur la situation en Libye où on le voit, même s'il est affaibli, Daesh demeure actif? En fait, le premier analyse, c'est que cet attentat à Tripoli, dans la capitale de la Libye, il était prévisible. On a entendu énormément de voix contraires à les aspirations électorales, pas seulement de la part d'une organisation comme Daesh, sinon des autres organisations armées qui sont dans la compétition de pouvoir en Libye. Et penser que les élections comme solution à la crise ou comme premier pas en Libye pour construire la base d'une démocratie, c'est une vision de la communauté internationale qui est complètement erronée. Et tant que la Libye continue inondée par une marée des armes, tant que la Libye continue absorbée par les milices, qu'on trouvait dans l'arme un nouveau mécanisme de survie. Donc, pour pouvoir vraiment réfléchir sur les élections, il faut d'abord démanteler les armes, il faut d'abord réunir à toutes les forces politiques liées à la question tribale pour faire ce désarmement. Donc, je pense que c'est fondamental vraiment penser à comment il faut faire sortir l'État libyen de cette asphyxie insupportable et de l'absorption de la politique par les armes. Je pense que ça, c'est le premier point qui est vraiment fondamental. Et aussi, on ne peut pas oublier que le conflit de la Libye aujourd'hui, après la chute de Muammar el-Kadhafi, il y avait l'inclusion dans le paysage politique des nouvelles élites qui appartiennent à des clans tribaux qui n'étaient pas bénéficiés pendant le régime de Kadhafi et maintenant qui sont dans un véritable pouvoir. Je parle notamment de le clan de Misrata qui est influent dans la zone de la Cyrénaïka. Eux, par exemple, ne vont jamais permettre maintenant perdre de pouvoir dans le paysage politique libyen par rapport au contrôle de pouvoir économique, c'est-à-dire les hydrocarbures et aussi les autres ressources naturelles. Ils sont à la source de ces conflits au Libye. De là aussi la nécessité de trouver un consensus, une redistribution des ressources à travers les différents centres de pouvoir qui actuellement ils sont installés au Libye et qui ne laissent pas en fait passer à notre État pour pouvoir vraiment construire des vrais piliers, des vraies institutions. Donc moi je pense que la communauté internationale il est vraiment responsable aujourd'hui après l'intervention de la OTAN qui a permis toute une prolifération des armes dans les pays. De là la responsabilité à mon avis de la communauté internationale et je pense qu'il ne faut pas tomber encore dans cette erreur occidentale de vouloir imposer des élections, une consultation populaire dès que existe encore une fois cette militarisation. Donc vraiment c'est important le désarmement, la démobilisation et la réintégration des milices armées et une réunification des groupes armés actuellement au Libye pour passer à autre chose, c'est fondamental. Alors autre pays meurtri par un attentat, Béatrice Messa, c'est le Mali cette fois et ce sont 17 civils touaregs qui ont péri dans des attaques menées par des groupes terroristes à 160 km de la ville de Ménaka. Ça se trouve près de la frontière du Niger. Alors, selon le mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe d'autodéfense Touareg, Imgad et alliés, ces groupes extrémistes exploitent les tensions entre groupes ethniques. Et quelle est votre analyse sur ces attaques au Mali cette fois ? En fait, au Mali, c'est beaucoup plus complexe en plus parce qu'il y a plusieurs guerres actuellement. On ne peut pas réduire la problématique du Mali à la menace de djihad. Moi, je parle toujours des menaces hybrides parce qu'on est en train de parler des acteurs non étatiques et des acteurs armés qui sont liés à une idéologie, soit l'idéologie nationaliste et sécessionniste, ou soit l'idéologie djihadiste, qui sont connectés avec la criminalité organisée, c'est-à-dire toutes sortes de trafics
des drogues, des véhicules, des armes et des personnes. Donc la criminalité organisée au Mali a absorbé tous les groupes armés aujourd'hui dans la région et notamment au nord. Et ces groupes armés, comme je dis, ils se divisent entre les groupes djihadistes et les non-djihadistes. Donc déjà, il faut déconstruire la menace à partir de cette réflexion. Actuellement, comme je dis, il y a d'un côté le groupe djihadiste qui menace les frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Il y a aussi les groupes indépendantistes que il ne se reconnaît plus entre les frontières héritées de la colonisation et les frontières juridiques maliennes. Donc il faut aussi passer par la négociation avec les groupes sécessionnistes qui sont arrivés à contrôler tout le nord du Mali. Donc l'État malien, il a perdu une grande partie de sa souveraineté de la région du Nord. Il faut passer par la négociation avec ces groupes rivaux de l'État central pour pouvoir trouver une solution et pour pouvoir aboutir à la paix au nord du Mali. Et parallèlement à ça, on ne peut pas encore oublier des autres formes de guerre tribales entre, par exemple, aujourd'hui, les Dogons et les Peuls. Vous savez qu'aujourd'hui, les Peuls, ils composent surtout une katiba djihadiste qui s'appelle le Front de libération de Massina. De là que l'État malien, il appuie actuellement les Dogons, un autre groupe ethnique noir, pour faire face à les Peuls en considérant que les Peuls, ils sont tous impliqués dans le djihad. Et cette division tribale, c'est déjà une erreur stratégique de l'État malien de recourir encore une fois à les milices pour trouver une solution. Moi, je pense qu'encore une fois, il faut passer pour une médiation dans le nord de Mali parce qu'on insiste, c'est des acteurs polyédriques, c'est des acteurs qui sont impliqués dans plusieurs dimensions, pas seulement de la violence radicale, de la violence politique, aussi dans la criminalité organisée. De là qu'on parle des acteurs transversaux à travers les frontières poreuses qui a vraiment créé un problème aujourd'hui au Sahel qui ne se parle pas du djihad. Je pense qu'il faut parler de la criminalité organisée comme un véritable Et vous parlez d'acteurs transversaux, Béatrice Messa, justement dans ce contexte, le rôle, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle du G5 Sahel? Est-ce qu'il ne doit pas faire un peu évoluer sa stratégie face à une menace terroriste qui est plurielle, qui est protéiforme? En fait, je ne suis pas très optimiste par rapport à la matérialisation de ces G5. C'est une nouvelle formule pour faire face à la montée de la insécurité dans la région liée à la criminalité organisée. Il faut que ce soit clair. Le G5, c'est une invention de l'Union européenne. On peut penser que c'est entre les prévisions de l'Union européenne, c'est la France de se retirer du territoire et laisser la question sécuritaire humaine des forces locaux. Et le problème, c'est qu'on est en train de parler des États qui sont très faibles, des structures étatiques qui sont très faibles, des frontières poreuses par lesquelles, on disait tout à l'heure, les acteurs traversent avec toute cette économie parallèle. Donc, si on considère ces États faibles, les armées qui sont faibles, pour pouvoir assurer des frontières poreuses, des milliards de kilomètres, ils ont besoin vraiment de beaucoup de moyens, de beaucoup de soutiens financiers. Et les G5, jusqu'à présent, il n'est pas en fait cette batterie des armes et aussi des ressources économiques pour pouvoir faire face à des frontières très larges qui compliquent la situation. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout optimiste par rapport au G5. D'accord. Béatrice Messa, alors vous parlez des États. Alors justement, un mot peut-être sur la manière dont le Maroc s'inscrit dans cette lutte contre le terrorisme. Vous organisez vous-même demain un colloque à Rabat avec la problématique suivante, le Maroc entre l'Afrique et l'Europe, les nouveaux enjeux. Parlez-nous de ce colloque. Oui, ce colloque international de l'Afrique occidentale et le Sahel, il s'agit d'une première journée de réflexion de toute une série d'activités prévues dans l'esprit de repenser l'Afrique. Il faut vraiment encourager à nos étudiants marocains à commencer à faire de la recherche et des études africaines, commencer à regarder le monde à partir de l'Afrique, pas
à partir de l'Occident. Ça, c'est aussi fondamental. Donc, le laboratoire des études politiques et sciences humaines et sociales, les POSH, de la OUIR, il est vraiment très engagé dans cette nouvelle dynamique d'ouvrir l'Afrique à nos étudiants marocains. Donc, cette colloque, il va être divisé dans 3 volets. C'est les volets sécuritaires, où on va déconstruire la menace, où on va beaucoup réfléchir sur la sécurité critique actuellement de le Sahel. On va parler aussi des processus de radicalisation de notre jeunesse au Sahel, en Europe et même ailleurs. On aura aussi une table sur la diplomatie religieuse. Ça, c'est important parce que, comme vous disiez, le Maroc il joue un rôle fondamental dans la géopolitique sahélienne, dans les volets religieux. Dès là qu'on compte sur la présence des acteurs sahéliens, notamment le Niger et le Mali, sera aussi présent pour discuter sur cette nouvelle diplomatie religieuse. Il y a aussi, bien sûr, la diplomatie migratoire. C'est le 3e volet important à réfléchir. Le Maroc, il est vraiment aussi très engagé dans cette Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice Meza. Le rendez-vous est pris donc pour ce colloque international à Rabat. Le Maroc entre l'Afrique et l'Europe, les nouveaux enjeux. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes experte des questions sécuritaires au Sahel.